Bon, bonjour à tous. Bienvenue à notre semaine de l'Europe. Bienvenue à notre grange de Christus, qui se trouve, comme vous le voyez, bien sûr, à Saint-Paul-d'Ax, devant ces beaux lacs que vous connaissez peut-être déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, vous faites la découverte. Cette semaine, c'est pour nous, au comité de jumelage de Saint-Paul-d'Ax, dont je me présente. Je suis la présidente Cécilia Couralé, présidente du comité de jumelage de Saint-Paul-d'Ax, ville qui est jumelée avec Caldes de Montbui, qui se trouve en Catalogne, en Espagne, pas trop loin de Barcelone. On est jumelés depuis 2012, donc ça fait quelques années. On fait différents échanges associatifs, de tout type, sportifs, culinaires, avec des collégiens, avec des étudiants, etc. Et c'est vrai qu'on est ouvert à toute cette façon de connaître l'autre. On est très content, surtout parce que pendant la semaine de l'Europe, on a la possibilité, d'une part, de parler de l'Europe, qui pour nous, vous le savez bien, est très important en ce moment, pour le temps qui court, des moments difficiles pour nous, où on doit être solidaire, où on doit se souder les coudes. C'est le moment quand même de la mettre en avant. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir à notre côté, déjà, la Maison de l'Europe, avec Séverine et Wixi, avec tous ces jeunes-là qui nous représentent et qui nous donnent vraiment de la force et le courage pour se dire que tout n'est pas perdu. Parce que quand on voit la jeunesse qui s'engage, ça veut dire qu'on est toujours là et ce sont eux qui doivent nous donner de l'avance. On est très content parce que, d'une part, ça permet à toutes les personnes qui viennent visiter l'exposition que cette année, on a 2 expositions. Donc, une qui représente, et pour les personnes, bien sûr, qui ont un petit peu oublié, le début de l'Europe, de la communauté européenne, avec les différents pays qui ont intégré la communauté européenne, les fondateurs, et après, par la suite, les autres pays qui ont intégré jusqu'à nos jours. Et de l'autre côté, vous allez la découvrir après, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous savez donc le Parlement européen. Comment fonctionne le Parlement européen? Et on peut découvrir certaines choses que peut-être on a des doutes. Quand on entend certaines personnes nous parler entre l'Europe, le Parlement, les Européens et qui nous disent des bêtises, par moments, c'est bien de se documenter avant de dire n'importe quoi. Donc c'est l'occasion aussi, et aujourd'hui on a l'occasion d'avoir nos intervenants qui peuvent nous éclairer sur certaines choses, sur certains points dont on a vraiment besoin de connaître si éventuellement on a des doutes. J'aimerais surtout remercier, bien entendu, la mairie de Saint-Paul-d'Ax, étant donné que cette grange de Christus, elle est bien sûr notre lieu idéal pour tout type de conférences, tout type d'activités et surtout des expositions comme celle-ci. J'aimerais remercier aussi Wixi, la Maison de l'Europe, qui nous donne un coup de main formidable, comme je disais, avec toute cette jeunesse qui est extraordinaire. J'aimerais remercier aussi Europe Direct à Pau, qui nous aide énormément aussi, à nous tous, et qui nous permettent d'avancer tous ensemble pour développer et mener des projets à bien comme celui-ci. Pendant toute la semaine, nous avons l'exposition et on va clôturer dimanche avec notre défi des villes jumelles. Ce défi des villes jumelles consiste à parcourir tous ensemble, à pied, en vélo, en courant, comme on le souhaite, les 500 km, 514 km qui séparent Caldes de Montbui et Saint-Paul-d'Ax. Mais n'ayez pas peur, hein? Ce n'est pas qu'il faut faire chacun 514 km. Hein? On le fait tous ensemble. Chacun fait le tour du lac, combien vous voulez. Et nous, on fait la somme de tous ces kilomètres pour tous ensemble arriver à le faire. Donc déjà, je vous invite, pour ceux qui sont les vaillants, ceux qui souhaitent bien marcher ou courir, hein, vous les jeunes, hein, je vous vois à la tête des coureurs. Donc avec vous déjà, on pourra faire quelques kilomètres déjà. Je vous invite, les moins jeunes aussi, attention, ne le prenez pas mal, ça je parle parce que j'ai la jeunesse là devant qui m'inspire chaque fois et qui me donne le petit coup de fouet nécessaire, mais je vous invite à tous à venir dimanche, donc entre 9h30 et 13h, on sera au cabanon du lac et on va faire tous ensemble, si vous le souhaitez, 1, 2, 3, selon comme vous le sentez, petit tour de lac. Donc, pour ne pas continuer et pas être trop longue, je te laisse la parole, Séverine, avec grand plaisir qu'on vous accueille ici dans cette grange de Christus à Saint-Paul-d'Ax.
Parce que venir de Pontons à Saint-Paul-de-Dax, ah, ça fait loin. Hein? Oui, bon, écoutez, bonjour à tous. Merci Cécilia, en tout cas, de faire perdurer, en tout cas, cette collaboration maintenant qui existe depuis plusieurs années et qui finalement nous bénéficie à toutes les deux et à toutes nos structures que l'on représente, puisque ça nous donne l'opportunité sur le mois de mai de pouvoir célébrer l'Union européenne, un peu aussi la critiquer, parce qu'on est là aussi pour ça, mais aussi c'est avec l'idée de pouvoir la construire avec nos outils à nous, puisque Cécilia, c'est un comité de jumelage, et nous, c'est une association, une maison de l'Europe, qui œuvre pour justement travailler sur les questions européennes, mais surtout aussi pour sensibiliser à la fois la jeunesse, mais aussi les adultes, sur c'est quoi cette Union européenne, pourquoi ces élargissements, quelle est notre place dans tout ça. Et au quotidien, depuis 2019, en tout cas, on essaye de travailler au maximum pour que tous les citoyens que nous sommes, petits, grands, moyens, voilà, puissent agir et prendre en tout cas sa place et définir cette Union européenne qui est la nôtre en fait, puisque chacun d'entre nous a l'occasion de voter à partir du moment où l'âge est là et de participer en tout cas à cette construction-là. Et ça part du local et ça va jusqu'à l'échelle européenne. Et on voit que l'international n'est pas loin, puisque c'est un des sujets de notre conférence aujourd'hui. Je voudrais, ça l'a déjà été, mais remercier sincèrement, même avant de savoir si ces conférences vont être une réussite ou non, c'est l'équipe de la Maison de l'Europe, les jeunes qui sont ici, à qui j'ai donné quasiment carte blanche, bien sûr sous la houlette de deux hommes extraordinaires qui nous suivent aussi depuis quelques années, qui sont Ulrich et Pierre, mais ils se présenteront tout à l'heure. Donc voilà, cette jeunesse à WIPSI, à la Maison de l'Europe, elle est mobilisée, en tout cas pour organiser ces temps. C'est pas si évident que ça. Donc on va essayer de nourrir en tout cas nos réflexions ce soir. La Maison de l'Europe, aujourd'hui, comment la définir, puisque je crois que tout le monde ne la connaît pas, et c'est une organisation qui appartient à un réseau. Il y a des maisons de l'Europe un petit peu partout en France, et chacune a un petit peu son tempérament ou sa spécificité. La nôtre, elle a vraiment une coloration jeunesse, parce que pour nous, on s'est dit, parler politique, parler citoyenneté, on doit démarrer aussi par les jeunes, par les parents, et jusqu'au bout de la chaîne, on intervient soit au travers de forums, soit au travers de manifestations, soit au travers de ce mois de l'Europe avec ses conférences. Et on travaille énormément aussi à les faire partir grâce au programme Erasmus, à droite et à gauche, pour pouvoir découvrir des richesses européennes et surtout aussi développer leurs compétences. Et ça, à l'échelle européenne, c'est un des seuls programmes, un seul dispositif pour lequel il y a consensus. Tous les Européens acceptent, en tout cas, de ne pas détrôner le programme Erasmus, même si d'autres dispositifs sont un peu plus malmenés que celui-là. Mais parce que c'est un des dispositifs qui fait Europe et finalement, les jeunes Européens se reconnaissent malgré tout dans cet environnement-là, même si de temps en temps, il y a des choses à redire. Et l'idée, la Maison de l'Europe est là aussi pour amener les jeunes à s'exprimer le plus possible et de commencer aussi à intervenir dans les instances décisionnelles. Mais c'est un apprentissage, ça ne se décrète pas. Et même si les jeunes ont souvent des choses à dire ou des initiatives à mettre en place, ça se travaille et ça s'organise. Donc en tout cas, nous, on est là pour ça. Donc l'insertion socio-professionnelle, pour nous, c'est important. L'économie de notre territoire aussi, elle l'est, parce que parler d'Europe, c'est obligé de parler aussi des Landes et de son territoire. On n'est pas déconnecté de ce qui se passe de très loin. Donc voilà, en tout cas, je vais m'en arrêter là. Merci au comité de jumelage et merci aussi à la mairie de Saint-Paul, car c'est une vraie opportunité de venir jusqu'ici. Je vérifie mes notes parce que souvent j'oublie des choses et parce que je m'emballe. Les nouveaux défis économiques que rencontrent l'Union européenne et le monde, c'est le sujet de ce soir. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, notre gouvernement est sur le point de voter un budget, donc tout ça, c'est aussi lié à ce qui se passe en Europe. Les associations sont vent debout, il faut le savoir, parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et la société civile, aujourd'hui, a un vrai rôle, autant que les entreprises, sur ce qui se passe en France et sur ce qui se passe aussi à l'échelle européenne.
Donc, nos 5 intervenants vont nous donner quelques pistes de réflexion. Et je vais rapidement, en tout cas, leur laisser le micro. Mais est-ce que l'Union européenne, aujourd'hui, a les moyens de relever ces nouveaux défis économiques au vu de cette sacrée géopolitique qui nous malmène depuis quelques années, j'allais dire quelques mois, mais en fait, c'est depuis quelques années. Donc voilà, les conférences, il y en a une série, il y en a une demain matin, il y en a une jeudi matin. Donc n'hésitez pas, plutôt que... Enfin, vous pouvez venir déjeuner ici de 10h à midi en écoutant des choses très intéressantes et sérieuses. Donc encore merci. Et puis, Ilan, à toi et à vous. Oui. C'est pas intuitif, je vais pas vous mentir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci à Séverine et à Cécilia pour leurs efforts, d'avoir rendu cette conférence et les 2 conférences qui suivront possibles. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être votre modérateur. En tant que jeune passionné par l'Union européenne, c'est une chance d'être sur scène et de pouvoir discuter des sujets qui me passionnent. Je tiens aussi à remercier nos intervenants aujourd'hui qui rendent cette conversation possible et qui vont aussi nous permettre d'enrichir ces discussions et de répondre peut-être à nos questions, à nos interrogations sur la question de l'Union européenne face aux défis économiques. Présenter un peu nos intervenants. Tout d'abord, Pierre Tabarin. Il se définit comme un citoyen gourmand, gourmand de vie associative, d'économie et de démocratie. Pour ceux qui ont la chance de l'écouter lors de nos conférences précédentes, savent qu'avec lui, on ne s'ennuie pas. Merci Pierre pour ta venue aujourd'hui. Grégoire Chauvière-Le Drian, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui travaille pour la Banque européenne d'investissement. Il a quand même insisté à présenter son travail, de nous offrir à tous et à toutes un point de vue institutionnel et savoir un peu qu'est-ce qui se fait quand on est au sein de l'Union européenne. Nous avons aussi François Lafitte, président de la Chambre de commerce des Landes. C'est un intervenant de terrain, celui qui va nous montrer aujourd'hui que l'Union européenne, ce n'est pas simplement ce qui se discute à Bruxelles, mais que c'est aussi l'affaire des Landes, de notre département. Nous avons Christina Badaro. Christina, professeure à l'Université de Bordeaux, me permet d'avoir un peu une expertise macroéconomique, de comprendre l'aspect beaucoup plus technique du sujet économique et nous permettre de voir, je pense, un peu plus clair sur des sujets qui sont parfois peut-être intimidants. Nous avons enfin Ulrich Brunner. Alors Ulrich, on ne le présente plus. Il est intervenu tellement de fois. Il est résident des Landes et c'est devenu vraiment un ami de la Maison de l'Europe, qui va nous permettre, par son expérience au Conseil de l'Europe et aussi à la Maison de l'Europe de Strasbourg d'Alsace, de mieux saisir un peu les questions beaucoup plus larges et théoriques et en même temps les relations que peut avoir notamment le couple franco-allemand. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui, de rendre cette discussion possible. Avant de commencer, rappeler que c'est une table ronde. Une table ronde, ce n'est pas un cours magistral. On est ici pour construire ensemble une discussion. Donc vos points de vue, vos opinions et toute expérience que vous avez à donner sont bons à prendre et pour que chacun puisse en fait ressortir de cette conférence enrichi et mieux instruit sur ces sujets. La question de l'économie. Alors je pense que c'est pour ceux qui suivent l'actualité, on ne peut pas l'échapper, mais il ne s'agit pas seulement d'actualité, elle se vit dans notre quotidien. Que ce soit les questions tarifaires avec les États-Unis, qui est un sujet très mouvant, qui est plein d'incertitudes, que ce soit la question de la hausse de l'inflation qui est passée dans la zone économique européenne à 3%, ou encore des questions relatives davantage aux tarifs, mais également à la remontée, enfin la question de la dette et des règles budgétaires qui sont, dont les États membres doivent prendre en compte, notamment en France, qui est un sujet très important. Autant de sujets, autant de questions qui nous amènent à nous demander qu'est-ce que fait l'Union européenne, comment se positionne-t-elle, et donc est-ce qu'on est face à une Europe qui est en prise en main de la situation, ou est-ce qu'on est davantage sur une Union européenne désarmée qui subit son environnement plutôt qu'elle ne le façonne.
Je vais écourter un peu et laisser vous poser une première question à tous, à savoir comment définirez-vous la position de l'Union européenne dans les grands équilibres économiques mondiaux actuels? Je pense que Pierre Tabarin, qui est habitué par son parcours d'auteur et essayiste, à nous donner une intervention sur une question aussi élargie. Pierre, c'est à toi. Merci tout d'abord à WIPSI chaque année d'organiser toutes ces manifestations lors du mois de mai autour de l'Europe. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à la question, je voudrais faire 3 remarques préalables. J'ai jamais vu de file de réfugiés voulant quitter l'Union européenne pour aller vers d'autres pays. Je souris lorsque j'entends des personnes hostiles au libre-échange qui s'alarment dès qu'un détroit est bloqué. Je prends conscience, lorsque je vois un Occident attaqué de toutes parts et des USA erratiques, que l'Union européenne joue un rôle particulier. Ce qui m'amène à citer cette réflexion de Mario Vargas Llosa, qui était académicien et membre du prix Nobel de littérature. Et il disait, avec toutes les tares qu'elle traîne, l'Europe est dans le monde d'aujourd'hui le seul grand projet internationaliste et démocratique qui est en cours, et malgré tous les défauts qu'on lui reproche, elle continue d'avancer. Soit un rappel indispensable que l'Europe a atteint son objectif initial qui était la paix et le développement économique. La paix, après, entre des pays qui se sont battus pendant des siècles et des siècles, et le développement économique. L'ensemble reposant sur des valeurs fortes, reprises en particulier dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et au niveau économique, ayons bien en tête que cette partie du monde qui représente 6% de la population mondiale représente 27% du PIB et qu'elle est leader dans le commerce international avec 15,8% de part de marché, si je peux dire, devant les USA et la Chine. Et, cerise sur le gâteau, en conservant une vie démocratique. Soyons clairs, personne n'a fait mieux, si on prend en compte tous ces critères, au cours des années passées. Alors naturellement, la question se pose de son adaptation au monde actuel. Adaptation géopolitique, adaptation face aux évolutions technologiques et face bien sûr aux conséquences du réchauffement climatique. Pour y répondre, j'ai prévu 3 sujets. Premier sujet, commençons par les valeurs pour réaffirmer les nôtres. L'Union européenne, c'est le lieu de naissance et de propagation de la démocratie libérale, soit un équilibre toujours instable entre la liberté et le droit. Seul moyen de toujours, au mieux, respecter et faire confiance à chacun dans le cadre d'une vie en société. Cette notion de démocratie libérale étant bien sûr à distinguer de ce qu'on a appelé ces dernières décennies le néolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme avant tout économique et surtout financier, à distinguer de l'illibéralisme qui néglige le droit, et à distinguer, bien sûr, ce qui est revenu à la mode, ce qu'on appelle le libertarianisme, qui veut quasiment la suppression de l'État. Alors, à tous ceux qui cherchent ici ou là à créer des empires, l'Union européenne propose un « en mieux » face aux empires. Deuxième sujet, après l'en mieux des valeurs que je viens d'évoquer, l'en mieux des projets, en particulier au niveau économique, avec la mise en place de 2 rapports qui sont très connus, mais dont il convient de reparler encore un peu et qui correspondent bien à nos besoins collectifs. Le rapport Draghi, son rapport porte sur la compétitivité européenne et met en avant la réforme de l'énergie, le soutien à l'innovation, la réduction des freins internes, soit une meilleure coordination avec pour but, entre autres, notamment de décarboner notre activité économique. Ce qui n'est peut-être pas plus difficile que de créer, juste après-guerre, la communauté économique du charbon et de l'acier. Soit encore des investissements concertés mis en avant dans ce rapport, dans l'intelligence artificielle, dans la recherche et le bon timing à trouver entre le Green Deal et le développement industriel. L'idée forte étant qu'il faut de la volonté et des investissements, lesquels peuvent être financés par des emprunts européens, vu la masse importante d'épargne qui existe dans l'Union européenne. D'autre part, le rapport Letta, qui lui a mis l'accent sur l'indispensable mise en place du marché unique européen. On a fait la monnaie unique, mais on n'a pas fait l'union économique, qu'il s'agisse du marché financier,
c'est-à-dire l'unification de l'épargne, des marchés des télécommunications, de l'énergie ou de la défense. Ces deux rapports mettent bien en avant un fait habituel que l'on reproche souvent à l'européenne, à savoir de ne pas en faire assez, et dès que l'on propose de lui en permettre de faire plus, les boucliers se lèvent, arguant qu'elle en fait trop. Naturellement, il va de soi que telle ou telle orientation bénéfique peut ici ou là poser tel ou tel problème à nos acteurs nationaux. Mais il convient aussi de s'interroger sur telle ou telle de nos pratiques. Les impôts sur la production, peut-être que le président en parlerait tout à l'heure, en moyenne, sont de 3,7% en France, du PIB, contre 2% en moyenne européenne et 1% en Allemagne. En témoigne aussi souvent une surtransposition des normes. Autrement dit, n'accusons pas l'Union européenne de nos faiblesses ou de nos pratiques nationales. Troisième sujet, l'enmieux de la puissance. C'est une idée nouvelle apparue assez récemment, puisque l'idée d'origine de l'Union européenne, c'était la liberté, la paix et le bien-être. Mais l'évolution du monde doit nous inciter à être leader, sur la base de la définition suivante. Le leader, ce n'est pas nécessairement le plus gros ou le plus fort, c'est celui qui fait évoluer les règles du jeu, en particulier lorsque les empires idéologiques ou financiers veulent nous tordre la main. Je crois que nous pouvons partager l'avis de la Cour internationale de justice de La Haye, émis le 23 juillet 2025, qui a reconnu le droit humain à un environnement propre, sain et durable. L'UE doit donc œuvrer à la mise en place d'un plan cohérent alliant innovation, croissance et transition climatique. Le récent rapport de l'Agence européenne de l'environnement, publié tous les 5 ans, ne peut que nous y inciter, parce qu'il s'agisse de stress hydrique, de problèmes de carbone, de difficultés au niveau de la pêche ou au niveau de l'évolution de nos forêts, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce n'est pas telle ou telle mobilisation idéologique, écologique, c'est tout simplement que les pertes économiques augmentent, ce qui nous amène aux notions de volonté et de plan déjà évoquées. Quoi qu'en pense tel ou tel acteur californien, nous ne sommes pas obligés de nous précipiter dans un monde plus ou moins virtuel, vendant de données et devenant plus ou moins comme les hikikomori japonais, ces jeunes qui passent leur vie devant un écran. En particulier lorsque Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal et de Facebook, nous explique que la démocratie n'est pas compatible avec la liberté ou le capitalisme. Autrement dit, pour survivre, l'UE doit à la fois avoir une action efficace tout en rappelant les valeurs qu'elle veut défendre. D'où l'importance de ces mesures nommées DSA, DMA ou IA-Act, qui sauvegardent la conception que nous avons de l'humain, en particulier pour les plus jeunes générations qui vivront tous les jours avec l'IA et qui auront besoin de ce qu'on appelle en Europe une IA de confiance. Notamment lorsqu'on se souvient que lors d'un récent forum Future Investment Initiative en Arabie Saoudite, Elon Musk a déclaré « Les IA adoptent la philosophie des personnes qui les conçoivent ». Toutes ces évolutions n'enlèvent rien à nos possibilités, bien au contraire. Par exemple, l'Europe, en train de se réindustrialiser, en témoigne la fusion récente des activités de Airbus, Thales, Leonardo, dans le domaine des satellites de télécommunications et des activités spatiales. Ou plus globalement, des outils tels que WePower lancé en 2022, qui encourage la production d'énergie renouvelable, ou le Critical Raw Materials Act pour diversifier les apports en matières premières, qui hélas, se sont heurtés à des questions de financement. D'où le retour à ce que j'ai déjà évoqué. Le développement de l'économie mondiale depuis quelques décennies a permis de sortir environ 1 milliard d'humains de la malnutrition, et grosso modo dans une paix mondiale. Le repli sur soi, le nationalisme et le retour du mercantilisme n'annoncent rien de bon. Aussi, l'UE doit-elle à la fois mobiliser des outils tels que ce qui s'appelle les projets importants d'intérêt européen commun, qui existent depuis 1957, qui ont donné naissance à Airbus et qui désormais sont en train d'être mis en œuvre dans des domaines tels que les semi-conducteurs, les batteries ou l'hydrogène. Encore une fois, il convient d'avoir des valeurs et des principes clairs, une volonté d'agir et une agilité dans la mise en œuvre. Mais on ne peut, selon la formule bien connue, chérir les causes dont on déplore les effets.
Autrement dit, vouloir moins d'Europe et regretter qu'elle ne protège pas assez face aux empires idéologiques ou économiques. Aussi, on ne peut vouloir moins de dumping social et environnemental de divers pays ou entreprises et refuser les règles européennes, CSRD ou C3D, qui permettent de les contrôler. Et puis, n'oublions pas ce que l'on nomme depuis quelques semaines le 28e régime, preuve que l'UE avance, soit une forme juridique qui permettra aux entreprises, en particulier les plus jeunes, les plus innovantes, de se développer facilement sur le marché européen en leur évitant de faire 27 fois les mêmes déclarations. Au total, Make Europe Great Again prend tout son sens, car de même qu'avec ses principes fondateurs, l'Europe a été great, elle peut les rester à partir de ses acquis en se donnant de nouveaux objectifs. Ainsi, au lieu d'une victimisation croissante face aux méchants, ainsi au lieu d'un repli identitaire, ainsi au lieu d'un discours défaitiste sur l'avenir qui serait foutu, il y a sans doute place pour le courage. Et ils sont nombreux à nous l'avoir enseigné. Thucydide, le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Saint-Exupéry, on ne peut être responsable et désespéré. Tocqueville, en politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile à le comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Ne soyons pas pessimistes, un sondage du Parlement européen au printemps 2025 a montré 77% des personnes interrogées estiment que l'UE a plus besoin de moyens. 73% pensent qu'elle est un facteur de stabilité dans le monde et qu'elle doit se donner les moyens d'être un acteur stratégique indépendant. Pour l'illustrer, la boussole stratégique qui se met en place actuellement, tournée vers les questions de défense et qui sera examinée lors d'un autre débat, trace bien la façon de procéder, soit rappeler nos valeurs, préciser nos objectifs, investir et préparer tout cela dans un processus le plus vivant possible de concertation et de négociation. Mais l'Europe puissance n'est pas qu'une question militaire, comme en témoigne l'appel lancé lors du récent forum scientifique nommé Paris-Saclay Summit, qui stipule en premier que l'échelle européenne est la condition de notre efficacité, ou que l'excellence scientifique et technologique est le pilier de la souveraineté européenne, ou encore récemment le retour en Europe du français Yann LeCun, l'un des piliers de Facebook, qui vient y développer une nouvelle conception de l'IA World Model, qui sera européenne et qui en quelques semaines est parvenue à lever plusieurs milliards d'euros. Le projet aussi en cours de création d'une autorité européenne des marchés financiers, identique à la SEC américaine, ce qui pourrait conduire à avoir des banques européennes plus puissantes. N'oublions pas d'ailleurs que parmi les 10 premières banques mondiales, 2 sont françaises, non pas par la valeur boursière, mais par le total des actifs qu'elles gèrent. Ou encore, je pourrais citer le projet de centre européen pour les matières critiques permettant des achats groupés, comme l'accélération aussi d'un autre domaine de l'obtention de permis de construire des sites miniers. Et même en termes d'outils, il existe diverses alternatives européennes. Le français Mistral et l'allemand SAPSE mettent en place une IA spécifiquement dédiée aux services publics. Ovid est une alternative à WhatsApp. Levita peut substituer à Google Drive pour le stockage de données. GameSpot, en termes de logiciel d'entreprise, est un concurrent direct de Microsoft, sans oublier Ecosia, qui est un moteur de recherche. Toutes ces applications connaissent des taux de progression annuels de 30 à 100% et illustrent le souhait croissant de nombreux dirigeants et utilisateurs européens de ne pas dépendre des USA. Dans une récente conversation avec divers chambres de chefs d'entreprise à Bayonne, le critère qu'ils mettent en avant dans le choix d'un logiciel aujourd'hui, c'est la sécurité des données. Donc on voit comment les choses évoluent très très vite. Ceci dit, s'il faut commencer à conclure ce propos pour respecter le temps imparti, ayons selon la formule bien connue, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. L'intelligence de la situation, c'est-à-dire que du retard a été pris, que des évolutions institutionnelles doivent être menées quant à un pouvoir d'initiative proposé au Parlement européen, à une règle de majorité qualifiée remplaçant l'unanimité, ou un directoire de quelques États, ou encore plus de poids donné à la préférence européenne. La notion de compromis successif et progressif, comme le dit Draghi, est sans doute moins adaptée au temps moderne, ce qui n'interdit pas d'accélérer en mettant en avant la notion de subsidiarité et en rappelant l'importance du courage.
en particulier en France, où nous sommes tombés en termes de PIB par habitant au 26e rang. En revanche, il faut noter qu'il n'y a guère de Français qui souhaiteraient vivre comme les Chinois, les Américains, les Russes ou telle autocratie ou théocratie. Liberté et éthique, c'est notre credo. Donc à nous de défendre notre choix, ce souci d'équilibre toujours instable mais qui incite au mouvement, en ayant confiance en nos valeurs humanistes, en ayant confiance en la démocratie, peut-être plus facile à critiquer, car elle ne vise pas à la perfection, mais sans aucun doute sur le moyen terme plus robuste, car elle propose toujours une méthode pour éviter le chaos. Alors, à nous de nous souvenir de Hérodote, relatant la bataille de Marathon, qui a permis à une Grèce très divisée en de multiples petits États de vaincre le très puissant empire perse. Je cite Hérodote. « La Grèce est le monde de la division, celui de petites cités rivales. Face à l'invasion perse, elles prennent conscience d'elles-mêmes, se rendent compte qu'entre elles, il existe une communauté d'origine, de langue, de dieux et de mœurs, et que cette communauté mérite d'être défendue. » C'était en 490 avant Jésus-Christ. Mais en 2026, après, cela sonne juste, cela doit nous encourager, d'autant plus, pour terminer, que le mythe fondateur de l'Europe soit l'enlèvement par Zeus de la princesse phénicienne nommée Europe a comme signification philosophique le changement, la rupture, la réinvention permanente, comme à la Renaissance, comme lors des Lumières. Autrement dit, n'oublions pas le conseil de Charles Gide, la vraie vitalité, c'est pas durer, c'est reconnaître, ou encore Make Europe Great Again. Merci à vous.